Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser à la modélisation d'une phase gazeuse. Et pour commencer, nous allons nous intéresser à quelques propriétés donc macroscopiques des gaz, et en particulier à la différence de comportement entre les gaz parfaits et les gaz réels. Vous avez ici trois figures qui représentent donc des isothermes de gaz pour des gaz différents. Donc sur la figure numéro 1, hélium-argon. Au niveau de la figure numéro 2, des gaz polyatomiques style N2, O2 ou CO2. Donc au niveau de la troisième figure, c'est du CO2 également. On se place ici dans un diagramme particulier, donc c'est le diagramme d'Amaga, donc on trace le produit PV en ordonnée, et en abscisse, ce n'est rien d'autre que la pression du gaz. Et on s'intéresse ici à des transformations qui sont qualifiées donc d'isothermes, autrement dit à température constante. On remarque que suivant donc, le gaz qui est mis en jeu, ou la gamme de pression mise en jeu, ces isothermes n'auront pas du tout la même forme. Donc déjà, d'un point de vue de la première figure, si on s'intéresse à des gaz rares, donc des gaz qui apparaissent donc, dans la dernière colonne du tableau périodique, par exemple de l'hélium ou de l'argon, eh bien on remarque que le produit donc PV, d'une part, est constant à température constante, mais qui va dépendre également de la quantité de matière de gaz donnée, puisque vous remarquez que ici on a une droite, ici on a une droite, ces deux droites sont horizontales, mais décalées l'une par rapport à l'autre, autrement dit le produit PV, eh bien d'une part est constant pour une isotherme, et d'autre part il semble donc dépendre de la quantité de matière du gaz considéré. La particularité avec ces gaz que sont l'argon, l'hélium, c'est qu'on va pouvoir les modéliser par le modèle du gaz parfait en fait, ce qui va nous permettre de mettre en évidence ici deux lois expérimentales. Donc c'est la loi de Boyle-Mariotte et la loi d'Avogadro-Ampère. Donc la loi de Boyle-Mariotte traduit le fait simplement que à température constante, le produit PV va être constant pour une masse donnée de gaz. Et la loi d'Avogadro-Ampère, elle est un petit peu plus complète que la loi de Boyle-Mariotte, puisqu'elle dit qu'à température constante, le produit PV est proportionnel à la quantité de matière de gaz et indépendant de sa nature. Bien, ces deux lois, en fait, elles ne fonctionnent que pour des faibles pressions. Ce que l'on entend par faible pression, c'est des pressions qui sont au maximum de l'ordre du bar. Si on travaille à des pressions beaucoup plus grandes, à ce moment-là, elles ne sont plus valables. Et en fait, d'un point de vue expérimental, en quelque sorte, on peut dire qu'un gaz parfait, il doit suivre justement les lois de Boyle-Mariotte et d'Avogadro-Ampère. Donc une façon expérimentale de voir si un gaz considéré peut être assimilé à un gaz parfait ou pas, c'est de faire une expérience à température constante, de faire varier donc la pression dans une gamme de pression relativement faible, donc inférieure à 1 bar, et de regarder si le produit PV associé donc à ce gaz est constant ou non. Et puis ensuite on refait la même expérience, mais en faisant varier la quantité donc de gaz qui est présent dans le récipient. On regarde si le produit PV eh bien, il est proportionnel à cette quantité de gaz ou non. Donc ça, c'est une façon expérimentale de voir si on peut assimiler un gaz à un gaz parfait. Donc à ce propos, il faut faire attention aux termes qui sont utilisés. Donc quand j'ai parlé de l'hélium et de l'argon sur la figure 1, pour illustrer ces lois de Boyle-Mariotte et d'Avogadro-Ampère, j'ai introduit donc la notion de gaz rare ou gaz noble. Ce sont donc des éléments qui appartiennent à la dernière colonne de la classification périodique, et donc il ne faut pas confondre avec le terme gaz parfait. Donc ce sont deux choses qui a priori sont différentes. Si vous travaillez avec un gaz rare, de l'hélium, de l'argon, mais à des pressions qui sont très très grandes, à ce moment-là on ne pourra plus assimiler ces gaz rares à des gaz parfaits. Par contre, à partir du moment où on reste à des pressions qui sont relativement faibles, de l'ordre du bar, eh bien, ces gaz rares, ces gaz nobles peuvent être assimilés à des gaz parfaits. Au niveau donc, de la figure numéro 2, donc là, on remarque qu'on s'intéresse à des gaz polyatomiques
Et là, on observe une différence notable avec le cas précédent, hein. On remarque que ces gaz-là, ils ne respectent plus en fait, hein, les lois de Boyle-Mariotte et d'Avogadro-Ampère, hein. Donc les isothermes sont certes toujours des droites, mais ce ne sont plus des droites horizontales. Donc on a ces isothermes, hein, qui sont assimilés à des droites, encore une fois, hein, tant que les pressions restent relativement faibles, de l'ordre de quelques bars, mais lorsqu'on travaille à des pressions qui sont beaucoup plus grandes, hein, donc sur le dernier diagramme ici, hein, sur la figure 3, on s'intéresse toujours à du dioxyde de carbone, CO2, hein, mais à des pressions qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de bars, hein. Vous remarquez que les isothermes, hein, ne sont plus du tout des droites. Et donc à ce moment-là, hein, que l'on soit dans le cas de figure du diazote, du dioxygène et du CO2, hein, dans le cadre de la figure 2, ou du CO2, hein, dans le cadre de la figure 3, hein, eh bien on parlera non plus de gaz parfait, hein, mais de gaz réel. Il y a une remarque malgré tout importante, hein, que l'on peut visualiser en particulier au niveau de la figure 2. Hein. Si on s'intéresse à des pressions, hein, qui sont très très faibles, autrement dit, hein, qui tendent vers 0, eh bien on remarque que toutes les isothermes, hein, vont se rejoindre en un même point. Donc si je remontre rapidement, hein, eh bien ici, hein, cette figure numéro 2, vous remarquez que les isothermes de N2, de O2 et de CO2, hein, vont se couper en ce point particulier. Hein. Ce point particulier, hein, correspond en fait, hein, à des très faibles pressions, à un comportement pour N2, O2 et CO2, hein, comme s'ils étaient, hein, des gaz parfaits. Donc si on diminue très fortement la pression, hein, en fait, localement, ici, hein, tout se passe comme si on avait quasiment, hein, des isothermes qui étaient horizontales, hein, et le comportement de N2, O2 et CO2, hein, se rapproche de celui des gaz parfaits. Attention, hein, c'est valable que pour des pressions extrêmement faibles. Bien. Cette remarque que je viens de faire, hein, à savoir que lorsque la pression, hein, tend vers 0, hein, ça permet d'introduire un caractère commun pour les gaz réels, hein, qui vont se comporter comme un gaz parfait. Ça permet de définir, hein, ce que l'on va appeler la température absolue. Hein. En fait, hein, si on s'introduit au produit PV, alors là attention, hein, il y a un petit thème, c'est un volume molaire, hein, donc on s'intéresse au produit PV molaire pour des très très faibles valeurs de pression, hein, lorsque la pression tend vers 0. On a une limite commune, hein, pour tous ces produits PV molaires, hein, et cette limite commune, on la note sous la forme A fois T. Le T, c'est ce qu'on va appeler la température absolue, et le A, c'est rien d'autre qu'une constante de proportionnalité, hein, qui permet à l'ensemble d'être homogène. Hein. Et quand on regarde numériquement la valeur de ce A, c'est indiqué, hein, à ce niveau-là. C'est 831 joules Kelvin moins 1 mol moins 1. Hein. C'est rien d'autre que la constante des gaz parfaits, hein, que l'on a rencontré déjà à plusieurs reprises en chimie. Et donc si on s'intéresse à la limite lorsque P tend vers 0, hein, non plus du produit PV molaire mais PV, hein, il suffit de multiplier par la quantité de matière. Hein, on retrouve ici, hein, rien d'autre que l'équation d'état du gaz parfait. Ça, on en a déjà discuté en chimie, hein, mais je vous rappelle que dans PV égale nRT, je vais y revenir juste après, hein, mais la température doit être exprimée en Kelvin. Hein. Les échelles Celsius et Kelvin, hein, sont deux échelles qui sont simplement décalées, hein, de la température absolue ici. Hein, mais si on s'intéresse à une variation de 1 degré Celsius, on a la même variation en degrés Kelvin. Hein. Bien, on arrive à une partie, hein, qui va être un petit peu plus importante pour nous, hein, c'est le modèle du gaz parfait. Hein. Voici le modèle tel qu'il est introduit.
Donc un gaz parfait, il est constitué d'atomes ou de molécules. Ces atomes, ces molécules, on va les assimiler à des particules ponctuelles au sens géométrique du terme, et ces molécules n'auront pas d'interaction entre elles. Donc ça, c'est un modèle idéal dans lequel on ne tient pas compte en fin de compte de la taille des particules qui sont mises en jeu, et en plus on néglige toutes les interactions entre les particules qui constituent le gaz. C'est le modèle du gaz parfait. Pour autant, il va y avoir quand même malgré tout des interactions. Donc les interactions qui existent sont celles qui sont relatives au choc de ces molécules sur la paroi du récipient. Donc je vous rappelle, la notion de pression résulte en fait de cette force qui va être mise en jeu lors des chocs, la pression étant la force par unité de surface. L'équation d'état du gaz parfait, on l'a déjà utilisée à plusieurs reprises en chimie, c'est PV égale nRT. R, c'est la constante des gaz parfaits. La valeur numérique, elle n'est pas à connaître, on vous la rappellera. En thermodynamique, vous allez le voir dans les chapitres qui suivent, on va être amené donc à faire des bilans d'énergie, et en particulier à généraliser le théorème de l'énergie mécanique. Donc, quand on a introduit le théorème de l'énergie mécanique, en mécanique, on a défini la notion d'énergie cinétique, la notion donc d'énergie potentielle. Mais attention, ces grandeurs, c'était des grandeurs qui étaient donc macroscopiques, dans le sens où on s'intéressait par exemple à une voiture qui se déplaçait à 25 mètres par seconde, et à ce moment-là, on pouvait définir une énergie cinétique, un demi de la masse fois la vitesse au carré. Pareil, en termes d'énergie potentielle, en mécanique, on avait introduit par exemple de l'énergie potentielle de gravitation ou de pesanteur ou élastique, qui traduisait donc des interactions entre le système et les objets macroscopiques qui étaient autour de ce système. Mais en aucun cas, on ne s'intéressait donc à l'énergie qui était intérieure au système, c'est ce qu'on appelle l'énergie interne, ça correspond à l'aspect thermodynamique, cette énergie interne, et donc un peu comme l'énergie mécanique qui elle est une énergie macroscopique, qui est la somme de l'énergie cinétique macroscopique plus l'énergie potentielle microscopique, et bien au niveau de l'énergie interne, on va avoir deux termes, un terme d'énergie cinétique microscopique, donc cette énergie cinétique microscopique, ça va être lié donc au mouvement donc des particules qui constituent le système, et l'énergie potentielle interne, c'est rien d'autre que l'énergie potentielle qui va traduire l'interaction entre les différentes particules qui constituent le système. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi en mécanique par exemple, on ne tient pas compte de ces termes énergétiques-là. Alors on va le voir pour le gaz parfait par exemple, ce terme d'énergie interne, il ne va dépendre que de la température, et on aura donc une variation d'énergie interne pour le système que si la température du système varie. Et donc sur tout l'aspect purement mécanique, tel qu'on l'a fait sur les chapitres de mécanique du point ou du solide, à aucun moment on ne tient compte du fait que la température de notre système va changer. Et c'est la raison pour laquelle on ne tient pas compte de cette énergie interne. En thermodynamique, on va justement regarder un bilan qui est plus global. Vous allez voir, c'est ce qu'on appellera le premier principe dans un chapitre ultérieur, où on s'intéressera aux variations de toutes les énergies qui sont mises en jeu au sein du système, que ce soit donc les énergies internes liées aux variations donc en particulier donc de température de notre système, mais on s'intéressera également à un aspect éventuellement mécanique tel qu'on l'avait introduit en mécanique du point ou du solide. Donc ça on verra, ce sera le chapitre 3. Donc gardez à l'esprit que l'énergie interne, c'est lié donc aux énergies cinétiques microscopiques et aux énergies potentielles d'interaction donc microscopique entre les différentes particules qui vont constituer donc notre système. Donc ça reflète un aspect qui est totalement microscopique.